La relation entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro avait très mal démarré. Elle est désormais exécrable. Comment expliquer ces vives tensions entre le président de la France et le président du Brésil? On en parle avec Jean de Guignasti. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur du Brésil de 2003 à 2006 au Brésil, alors que le président Lula était aux affaires. Avec nous également en direct de Bruxelles, en Belgique, Frédéric Louot. Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, co-auteur du livre Atlas du Brésil, promesses et défis d'une puissance émergente. C'est aux éditions Autrement. Avant de vous donner la parole à tous les deux, on va voir que Jair Bolsonaro s'en est pris ces dernières heures aux Nations Unies, qui s'inquiétaient de la violence, je cite, liée à la protection de l'environnement. Il s'agit bien entendu des incendies en Amazonie. Michelle Bachelet a aussi dénoncé et s'est inquiétée du rétrécissement de la démocratie au Brésil. Regardez, écoutez la réponse du président brésilien à l'adresse de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Elle nous accuse de ne pas punir les policiers qui tuent des gens au Brésil, mais elle défend les droits de l'homme de vagabonds. Elle critique le Brésil en disant qu'il a perdu son espace démocratique. Madame Michelle Bachelet, si les gens de Pinochet n'avaient pas vaincu la gauche en 1973, dont votre père, aujourd'hui le Chili serait devenu Cuba. Je ne pense plus avoir quoi que ce soit à lui dire. Il semble que les gens qui n'ont plus rien à faire, comme Michelle Bachelet, vont occuper un siège aux droits de l'homme à l'ONU. Jean de Guignasti, pas très diplomatique, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est pas très diplomatique. Ça représente un mouvement croissant dans le monde de régimes et de nations qui, dans l'affirmation de soi, passe par une certaine brutalité, une certaine vulgarité. Mais c'est un mouvement qu'il faut prendre en compte parce qu'il existe. Et il n'y a pas, vous l'avez constaté, il n'y a pas qu'au Brésil que ça se passe comme ça. Ouais, pour autant, est-ce que les Nations Unies sont dans leur rôle de tenser l'état de santé de la démocratie au Brésil? Il y a, en ce qui concerne les droits de l'homme, de véritables procédures qui ont été instituées où les pays acceptent de se livrer à un contrôle et à un examen. Donc, alors en revanche, il est possible que, disons, un commissaire aux droits de l'homme ou un responsable individuel, et Madame Bachelet a cette responsabilité à titre individuel, ait une certaine liberté de parole, et là, il faut la mesurer en fonction des réactions attendues. Frédéric Louot, vous, comment est-ce que vous interprétez cette réaction plutôt virulente de Jair Bolsonaro? D'ailleurs, il a cité Pinochet, qui n'est pas anodin, puisqu'on sait qu'elle a vécu dans sa chair la dictature chilienne, Michelle Bachelet. Oui, alors rien de nouveau de la part de Jair Bolsonaro, hein. Il y a déjà 20 ans, il faisait l'apologie de la dictature chilienne et il expliquait que le problème de la dictature brésilienne avait été de torturer sans tuer et que le Brésil avait besoin d'une guerre civile mais qu'il fallait tuer 30 000 personnes et que l'une des erreurs de la dictature brésilienne des années 60 aux années 80 avait été de ne pas tuer assez de monde. Alors l'autre côté, c'est la question de la souveraineté. Encore une fois, comme ça a été le cas pour l'affaire avec Macron, le président Bolsonaro s'appuie sur l'argument de la souveraineté nationale du Brésil pour envoyer ses piques à des personnes qui le dérangent sur la scène internationale. Alors justement, puisque vous évoquez Emmanuel Macron, on va jeter un coup d'œil au tweet qui avait, allez, disons-le, non pas déclenché les hostilités, parce que, on l'a dit, hein, ça avait déjà très mal commencé lors de l'arrivée de Jair Bolsonaro à Brasilia, mais Emmanuel Macron avait en effet critiqué la gestion des vastes incendies qui ravageaient cet été l'Amazonie. Jean de Guignasti, ça vous a surpris, cette réaction d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pas maladroit? C'est difficile. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on sait que les Brésiliens sont particulièrement sensibles à cette question de souveraineté sur l'Amazonie. C'est vrai de Bolsonaro, c'était vrai de Lula, c'était vrai de Temer, c'est vrai de tous les présidents, c'est une cause nationale. Donc l'idée, moi je me souviens très bien quand j'étais diplomate, quand j'étais ambassadeur là-bas, parler des biens publics mondiaux à un gouvernement brésilien de gauche, c'est un langage qu'ils ne peuvent pas entendre. Pour les Brésiliens, l'Amazone est à eux. Donc si on veut agir sur l'Amazone, il faut passer par le gouvernement brésilien. Frédéric Louot, justement, on a un diplomate en plateau qui nous dit qu'au fond, ça a toujours été sensible. Est-ce qu'au fond, Jair Bolsonaro ne fait pas que perpétuer une tradition ancrée au Brésil, pas touche à l'Amazonie? Alors, ça a effectivement toujours été une thématique sensible,
la souveraineté du Brésil sur les territoires amazoniens. Et en effet, les différents gouvernements tiennent à faire respecter cela. Et ils ne veulent pas recevoir de leçons, notamment de la part des Européens qui auraient eux-mêmes détruit leurs forêts et qui viendraient donner des conseils maintenant pour la protection de l'Amazonie. Cela étant, il y a un contexte quand même particulier, c'est-à-dire il y a une recrudescence de la déforestation et un enjeu particulièrement critique pour la forêt amazonienne actuellement. Et donc là, il y a une situation assez paradoxale pour le président Jair Bolsonaro, c'est-à-dire il essaie de défendre la souveraineté brésilienne sur cette question-là, mais en même temps, il est en train de faire passer une mesure d'urgence pour l'installation de l'armée américaine sur une base dans le nord-est du Brésil pour finalement une histoire de coopération militaire, technologique également. Et donc il y a deux poids, deux mesures et il y a des paradoxes finalement dans le rapport à la souveraineté de Jair Bolsonaro. Jean Glignasti, vous étiez en poste, je le disais, de 2003 à 2006 sous la présidence Lula. On aimerait comprendre sur cette histoire des vastes incendies en Amazonie. Est-ce que c'est un fléau? Ça existait? Certains disent qu'il y en avait autant. Est-ce vrai? Qu'avez-vous constaté quand vous étiez sur place? Je n'ai pas mesuré, mais je me souviens qu'en 2005, il y avait eu de très très grands incendies. Il faut comprendre quand même que le Brésil a fait pour l'Amazonie et pour les Indiens des efforts considérables. Alors c'était avant Bolsonaro, mais en gros il y a 1 million d'Indiens à peu près qui restent en tant que tribus organisées, qui vivent sur un territoire réservé qui représente 10%, à peu près 12% du territoire, essentiellement d'ailleurs de l'Amazonie, mais du territoire brésilien. C'est-à-dire il y a 1 million d'Indiens qui théoriquement ont 800 000 kilomètres, je dis bien théoriquement, 800 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire une fois et demie la France, même plus, pour eux. Et donc, évidemment, il y a des frottements économiques très forts. C'est très difficile de parler de l'Amazonie dans l'abstrait. Il y a des hommes, il y a des ressources, et il y a un grand spécialiste du Brésil qui s'appelle M. Le Tourneau, qui a montré qu'à partir du moment où on n'arrivait pas à intéresser économiquement les gens au maintien de la forêt disparaissait de façon inéluctable. Alors maintenant, est-ce qu'on peut l'obtenir de façon internationale? Je pense que oui, mais ce multilatéral-là, cette action multilatérale nécessite un appel à la souveraineté brésilienne telle qu'elle est, malheureusement, avec les dirigeants tels qu'ils sont. Alors on va peut-être voir une petite image qui avait fait aussi le tour du monde. C'était avant cette tragédie des incendies en Amazonie. Le président du Brésil, tranquillement installé chez son coiffeur, alors qu'il devait recevoir en principe le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Pour un problème d'agenda, il avait donc dit qu'il ne pourrait pas le recevoir. Et finalement, pendant ce temps-là, eh bien, il avait le temps de se faire couper les cheveux. Rappelons-le quand même, on ne l'a pas encore dit, mais le Brésil et la France, ce sont deux pays qui historiquement ont des liens très très fort. Frédéric Louot, comment faire dans ce cas-là pour maintenir des liens historiques quand il y a un changement de dirigeant comme ça et que ça ne le fait pas? Alors, en effet, il y a une tension très forte, même depuis l'élection même de Jair Bolsonaro, puisque Emmanuel Macron était l'un des rares dirigeants internationaux à évoquer dans son mot de félicitations que la France et le Brésil continueraient à coopérer avec une réserve, ce serait le respect des valeurs démocratiques. Ça n'avait pas plu d'ailleurs au président Bolsonaro. Actuellement, on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron est d'essayer de ne pas surenchérir et en effet, le premier élément, c'est d'éviter de mettre de l'huile sur le feu encore et on ne peut pas réagir à toutes les attaques, à toutes les provocations d'un président et de son entourage à l'encontre du président français ou de son entourage également. Ensuite, l'autre manière, c'est d'activer d'autres réseaux diplomatiques, de la diplomatie locale, par exemple avec les gouverneurs des États du Brésil, ou la diplomatie économique. Enfin, il y a différents leviers pour entretenir les relations entre la France et le Brésil, au-delà des relations bilatérales classiques entre les chefs d'État. Alors justement, on rappelle d'ailleurs que la plus grande frontière avec le Brésil, enfin la plus grande frontière de la France avec le Brésil, elle est française à travers la Guyane. C'est souvent la question piège pour les étudiants, ce n'est pas l'Allemagne. Alors la diplomatie au péril des valeurs, c'est un titre d'un livre que vous avez écrit, on est en plein dedans. Vous évoquez notamment les relations entre le président français et Vladimir Poutine, Donald Trump, Jair Bolsonaro, que l'on surnomme parfois le Trump tropical. Comment faire, même question, si on veut maintenir justement le dialogue et ne pas verser dans la crise diplomatique? Alors, c'est assez compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que l'ingérence humanitaire
n'a pas marché, hein, je suis désolé de le dire. Ça a été un grand rêve, mais l'intervention internationale pour imposer des critères humanitaires dans un pays, ça a donné l'Irak, la Libye, donc on sait que ça ne marche pas. Et je pense que l'ingérence environnementale ne marchera pas non plus. Donc il faut... Ah, le téléphone portable qui sonne, c'est pas grave, ça arrive. ça. Frédéric Loh, je me tourne vers vous en 30 secondes. Qui a le plus à perdre dans cette affaire, le Brésil ou la France ? Le Brésil a clairement plus à perdre, rien qu'en termes d'image à l'international, puisque le Brésil est clairement dépendant de ses exportations de matières premières et de ses relations commerciales avec divers partenaires dans le monde. Et donc les États-Unis sont l'un des partenaires, pas le seul, et en s'alignant à la politique états-unienne et en reniant des partenaires commerciaux classiques, le président Jair Bolsonaro prend des risques économiques et des risques politiques aussi à moyen terme pour le Brésil. Merci beaucoup Frédéric Loh. On a un diplomate en plateau qui est décidément très demandé. Merci beaucoup Jean Guignazzi d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à tous les deux.